Ok, bonjour à tous. Je suis donc Anne-Cécile Petit. Je suis directrice adjointe à la délégation numérique au sein du pôle développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'ai répondu positivement à l'invitation du SPN pour venir vous présenter le plan de relance dans son volet numérique. En fait, du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est la consolidation de trois plans de relance en vérité, puisqu'il y a eu 3 temps au niveau de la région. Un plan de relance qui a été adopté dès début juillet, qui était plutôt sous l'angle effectivement à destination des entreprises et comment les aider à rebondir. Un deuxième plan de relance qui a été adopté en octobre, le 5 octobre 2020, qui était plutôt sous un angle filière. Et enfin, le dernier est un plan d'urgence en vérité, mais du 16 novembre, où il y a néanmoins des actions sur la digitalisation du commerce, bien entendu. De façon générale, avant de partager mon écran, simplement vous dire effectivement que l'approche qui a été faite au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que la filière numérique n'est pas directement concernée par les plans de relance, à l'exception finalement de ce que je vous présenterai tout à la fin, sous l'angle du numérique responsable. Mais pour l'essentiel, effectivement, en gros, le plan de relance vise à accélérer la transformation numérique et l'innovation numérique dans les autres, soit dans les entreprises, soit dans les autres filières. Et c'est donc indirectement que la filière numérique vient bénéficier du plan de relance de la région. Alors, je vais partager mon écran. Hop, on a fait un test tout à l'heure, ça marchait bien. Vous le voyez? C'est parfait, on voit. Ok. Hop. Voilà. Le plan de relance là, que je vous présente, effectivement, il est structuré en 3 grandes parties. Donc, il y a une première partie sur la transformation numérique des entreprises, une seconde qui est plutôt effectivement sur la transformation et l'innovation numérique dans un certain nombre de filières dites prioritaires en tirant les enseignements tout simplement de la crise sanitaire. Et la troisième partie est sur effectivement l'approche du numérique responsable. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on fasse du coup 3 salves un peu de questions-réponses en s'arrêtant sur chaque partie. Pour que je ne passe pas un long monologue pendant 1 heure. Merci. Donc, au niveau de la transformation numérique des entreprises, pardon, excusez-moi. Donc là, vous avez le panorama complet des actions qui ont été accélérées pour accompagner la transformation numérique des entreprises à partir de juillet 2020. À la fois, ce qui est en rose correspond en fait au programme qui existait ou qui était sur le point de se lancer et qui avaient été suspendus suite à la mise en confinement et qui ont été réactivés et lancés plus fort à partir de juillet. En l'occurrence, donc, on a un programme d'accompagnement à la transformation numérique des très petites entreprises. Donc, ce sont les petites entreprises de moins de 10 salariés en partenariat avec les réseaux consulaires, les CCI et les chambres de métiers pour en fait accompagner le chef d'entreprise dans son diagnostic et l'élaboration de son plan d'action. De la même manière, sur le volet PME non industriel, on a un même programme d'accompagnement à la transformation numérique avec des diagnostics et des plans d'action. Donc, on a 100 diagnostics sur l'année 2020-2021, en fait, qui sont programmés. Et enfin, il y a tout le public industriel, en vérité, désormais, c'est le programme Usine du futur qui s'applique, puisque la nouveauté, c'est qu'en 2020, il intègre bien dans son programme comment dirais-je, son programme de diag, la transformation numérique. Ce qui n'était pas le cas dans les programmes précédents, en fait, où l'usine du futur se préoccupait d'abord, effectivement, de la performance opérationnelle, bien entendu, mais regardait le côté digital plutôt sous l'angle de la production de l'usine digitale et pas sous l'angle de la transformation numérique globale de l'entreprise. Donc là, tout est balayé.
Et ensuite, effectivement, donc, on a lancé des nouvelles initiatives, donc, ce qui est en rouge, avec des dispositifs flash, en l'occurrence, deux dispositifs flash, l'un pour la partie très petites entreprises qui visaient plutôt à aller pousser en fait des projets Anne-Cécile, ton micro est... ouais, Ah, c'est bon, pardon. j'étais en sourdine. Ouais, c'est bon. On n'a pas loupé grand-chose. Pardon. Du coup, qu'est-ce que je disais moi? Donc, deux dispositifs flash. L'un qui était plutôt centré sur les investissements mutualisés des petites entreprises et l'autre, en fait, visait le public des agriculteurs et des viticulteurs dans une logique d'aide à la commercialisation en circuit court. Donc là, on a fait des petits chèques en fait pour que ce public-là fassent leur premier pas dans leur digitalisation avec la mise en place de sites web, l'inscription dans des places de marché et quelques actions de formation, par exemple. Et ensuite, effectivement, on a la partie cybersécurité, puisqu'en fait, on a voté une feuille de route cybersécurité également en juillet, avec le lancement, du coup, dans le cadre du plan de relance, la volonté de soutenir des PME et des ETI dans l'élaboration de leur PSSI et donc de financer des audits qui viendront préparer cette politique de sécurité des systèmes d'information dans ce public-là, puisqu'effectivement, on a aussi vu au moment du confinement la vulnérabilité renforcée encore plus des entreprises. Donc là, vous avez un petit bilan, puisque ces dispositifs flash sont donc désormais terminés. Sur la partie agriculture, ça a fonctionné très fort, en fait, puisque en gros, on a fait 250 aides à 1000 euros, à 1500 ou 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros d'aide, et qui ont été votées à la CP de novembre. Donc, on avait ouvert le dispositif de juillet à fin septembre. Donc, en 3 mois, et en fait, pour l'essentiel, les demandes sont arrivées en septembre. On a eu 250 aides à instruire. La suite, pour l'instant, très franchement, on ne sait pas trop quelle suite on va donner sur ce public-là. Aujourd'hui, donc, il n'est plus éligible. On sait bien on est loin d'avoir couvert le besoin, mais on est en train de réfléchir à apporter une réponse un peu plus structurante. Donc là, vous avez plus en détail effectivement les programmes d'accompagnement. Donc sur la partie PME, effectivement, donc la région avait sélectionné par appel d'offres un prestataire qui s'appelle Digital Conseil et qui est donc missionné par la région pour réaliser des diagnostics. On a dit une centaine dans les PME des secteurs sport, tourisme, culture, économie sociale et solidaire, BTP, commerce, services. Je pense que j'ai rien oublié. Donc des diagnostics de 2 jours en entreprise, assortis effectivement de recommandations et d'un plan d'action et avec une phase de suivi 3 mois après pour faire un petit peu le point avec l'entreprise de l'avancement de son plan d'action. Donc là, c'est actif et les premiers diagnostics sont en cours de réalisation. Le programme d'usine du futur, comme je vous l'ai dit, il intègre désormais la diagnostic transformation numérique. Là aussi, il est désormais actif. Et un premier batch de 100 entreprises ont été retenues à partir de septembre. Et pour finir, sur la partie audit PSSI, donc là, on a lancé un appel d'offres récemment. Nous sommes en train d'analyser les candidatures. On a reçu une vingtaine de candidatures de prestataires et on va notifier le marché en janvier et donc lancer un appel à manifestation d'intérêt, vraisemblablement en décembre ou peut-être plutôt janvier finalement, pour détecter les PME et les ETI qui voudront bénéficier de ce diagnostic, de cet audit qui sera gratuit pour les entreprises. Dans tous ces cas, en fait, les diagnostics sont gratuits pour les entreprises.
Et en fait, ça leur met le pied à l'étrier après pour postuler à des aides de la région. Pour finir, du coup, sur la partie e-commerce, donc ça, c'est la nouveauté qui a été lancée tout récemment suite au second confinement, puisque donc on a désormais un programme e-commerce, un programme d'accompagnement en partenariat avec les chambres de commerce et les chambres de métiers qui cible les commerçants et les artisans de moins de 10 salariés, avec la possibilité pour eux, effectivement, de bénéficier d'un diagnostic e-commerce d'un jour et également de 2 jours d'accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet. Associé à ça, un chèque e-commerce. Donc, on a créé un nouveau dispositif d'aide qui n'existait pas jusqu'à présent pour venir effectivement compléter notre panel d'aide directe aux entreprises sur le sujet de la transformation numérique. Et donc, aujourd'hui, ce chèque e-commerce, il vise les commerçants et les artisans de moins de 10 salariés, pas seulement effectivement ceux qui ont fait l'objet de fermetures administratives. On est beaucoup plus large que l'aide de l'État, les fameux 500 euros. On a cherché à ne pas avoir une aide d'urgence, mais plutôt une aide en fait, qui mixte dans son approche urgence et relance, avec une réponse structurante, avec un dispositif effectivement d'aide allant de 1 000 à 5 000 euros en subvention, donc pour des dépenses entre 2 000 et 10 000 euros, uniquement centré sur le levier de développement commercial et la relation client. Donc, c'est toutes les dépenses, effectivement, sur la visibilité web, bien entendu, sur tout ce qui va être lié au e-commerce, mettre en place un site e-commerce, la gestion des stocks, la gestion de ses paiements, la gestion de la logistique, l'automatisation qu'il faut derrière, et la stratégie un peu de marketing digital associée. Et puis effectivement maximiser l'expérience client dans le magasin et aller de plus en plus dans une approche finalement qui mixte digital et magasin physique. Et donc c'est pour ça qu'on conditionne toujours notre aide à la réalisation de ce diagnostic et à l'entrée dans un programme en fait d'accompagnement, puisque on cherche effectivement à réellement professionnaliser ces commerçants dans la durée et pas simplement à allouer une aide parce qu'ils auront acheté la prestation d'un site. Pour finir, sur la partie e-commerce, on a également, peut-être, voilà, je le signale, une action sur les places de marché. Donc, en gros, on cherche à soutenir la participation des entreprises régionales, TPE, PME, pour le coup, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille et leur territoire, dans des places de marché. Et cet AMI vise à sélectionner des places de marché d'ores et déjà existantes qui font la preuve de trafic client, avec l'objectif de proposer aux entreprises régionales des conditions de participation améliorées, et en l'occurrence d'agir sur les 2 freins principaux, à la fois le manque de maturité et donc de renforcer l'offre de formation que pourrait proposer la place de marché. Et de l'autre côté, le second frein, effectivement, ce sont les frais qu'occasionnent ces places de marché, et donc d'agir pour abaisser d'au moins 30% ces frais étant entendus, suivant les places de marché, par les abonnements ou les frais de commission. Et donc, on attend des places de marché candidates qu'elles recrutent au moins 50 entreprises. Et nous, on vient en fait compenser financièrement l'effort tarifaire que fera la place de marché. Pour finir aussi, on accompagne bien sûr toutes les initiatives territoriales qui veulent se lancer dans la mise en place de places de marché, dans une logique effectivement à la fois de circuits courts, de revitalisation du centre-ville, d'économie de proximité. Et là aussi, on oblige néanmoins on va dire le niveau local à recruter, à former les commerçants, les artisans dans le cadre de la mise en place de ces places de marché. Et on pousse aussi effectivement les agglos, les communautés de communes à donner de la visibilité, à donner de la promotion, de la communication sur ces places de marché qu'elles mettent en place vis-à-vis du public consommateur. Donc sur les deux effectivement pendant d'une place de marché.
On a une petite question. Je ne cache pas que ça marche très fort. Voilà. Et là, vous avez le panorama global en fait, de l'ensemble des aides. Donc, sur la partie transformation numérique, donc je vous ai détaillé les programmes d'accompagnement et les nouveautés sur la partie e-commerce. Il y a toujours, bien entendu, le chèque transformation numérique qui est le dispositif classique d'aide et qui, en fait, couvre toutes les dépenses liées à la transformation numérique, que ce soit effectivement de la formation, évidemment toutes les prestations liées au logiciel, en abonnement comme en investissement, les investissements liés aux infrastructures, toutes les prestations de services liées à la maintenance, etc. On cherche néanmoins, nous, dans notre regard, en fait, à ce qui est réellement la transformation numérique et pas simplement mise à niveau. C'était ça jusqu'à présent notre angle d'attaque. Et on va prendre 50% des dépenses avec un maximum de 150 000 euros d'aide. Néanmoins, effectivement, jusqu'à présent, on n'intervenait qu'à partir de 10 000 euros de dépenses. Donc pour le public TPE, en fait, on intervenait quand même sur des échelles assez hautes. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau dispositif sur la partie e-commerce en dessous. Voilà. Et dernier point à signaler qui me semble important pour les entreprises du numérique, c'est qu'effectivement, à partir de 2021, c'est-à-dire que le canal, grosso modo, de demande à la fois de programmes d'accompagnement et des dispositifs de financement de la région, tout va passer par le portail transformation numérique qui est opéré par l'agence régionale ADI. Donc, je ne sais pas si vous êtes référencé dans ce portail. Je vous invite fortement à vous y inscrire parce qu'effectivement, du coup, tout le flux entreprise va passer par là. Ça veut dire que les entreprises peuvent y trouver en effet des experts et y déposer finalement une expression de besoin, un cas, et du coup, la plateforme Transformum vient un peu qualifier le besoin et le pousser à des prestataires et des experts qui sont référencés dans ce portail et libre à eux de pouvoir répondre en fait sur la base d'un cahier des charges et proposer déjà un petit peu un devis et autres. Et effectivement, ce portail sera aussi le canal pour demander les programmes d'accompagnement et de financement. Voilà. Donc, là, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Oui, il y en a plusieurs. Donc, Jérôme demande quel délai faut-il compter le temps de la mise en route du diagnostic à la validation d'obtention de la subvention pour une PME de moins de 10 salariés? Alors, donc pour une petite entreprise, effectivement, la première étape, c'est d'avoir un diagnostic réalisé par la chambre de commerce ou la chambre des métiers. Alors aujourd'hui, ils sont victimes de leur succès, je ne vous le cache pas évidemment, mais on est en train d'y pallier. Et puis ensuite, effectivement, il doit y avoir quand même la deuxième phase d'accompagnement qui doit être enclenchée pour pouvoir commencer à prétendre à demander l'aide. Donc en vérité, moi, je n'ai pas une réponse type là-dessus. Ça dépend à la fois du rythme de l'entreprise et du rythme un peu du conseiller numérique c'est quand même bien le conseiller numérique finalement présent dans le réseau consulaire qui enclenche un peu la demande d'aide en fait, d'une certaine manière, qui va vraiment accompagner aussi l'entreprise dans sa demande d'aide, chèque transformation numérique de la région. Si ça s'applique, parce qu'effectivement on a des conditions, déjà on a effectivement on va dire, comment dirais-je, le volume de dépenses éligibles, les 10 000 euros ou désormais et puis effectivement après on n'intervient pas sur les entreprises de moins de 2 ans, on intervient plutôt sur les territoires vulnérables, etc. Voilà, mais ça, ils le connaissent aussi. On a quand même quelques niveaux de priorité derrière. Donc, je suis désolée, je n'ai pas de réponse type. Et aujourd'hui, pour être honnête, on a un flux entrant de demande d'aide sur le sujet de la transformation numérique qui est énorme. Voilà, c'est une bonne dizaine largement, rien que sur la partie PME par semaine. Et sur la partie e-commerce, c'est en train de partir très très fort aussi. Donc là, nous, on manque un peu de bras pour répondre, à vrai dire. Donc, on fait au mieux, en fait, Jérôme, c'est ça la réponse. Ouais, on fait au mieux.
Jean-Noël demande les dates de lancement et de fermeture de l'AMI Place de Marché. Si je ne dis pas de bêtises, il est déjà lancé et il se clôture au 31 mars. Oui. Donc, de toute façon, voilà, ce que je vous disais, on va vous faire un article où on vous remettra toutes les dates, On a etc. fait un AMI Flash Ouais. qui était clôturé au 27 novembre sur les places de marché. Mais sinon, il reste ouvert de toute façon jusqu'à fin mars. Aujourd'hui, on a reçu des candidatures de places de marché, on va dire généralistes, dont le leader national. Hein. Je ne peux pas vous dévoiler les noms, mais vous avez bien une idée. Et en fait, je cherche à compléter l'offre avec des places de marché alimentaires, des places de marché plus spécialistes en fait. Donc, en l'occurrence, dans le domaine alimentaire ou du vin, par exemple. Et après, sur la partie place de marché locale, on en a déjà aussi et on a beaucoup, beaucoup de mains levées aussi. Alors, je vous ai remis le site des aides Nouvelle-Aquitaine dans le chat, ainsi que la plateforme Ma Transphonium. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. On avait fait une présentation l'année dernière. Donc, c'est hyper important pour vous d'être présent sur cette plateforme. On a une remarque aussi de Romain qui demande comment, concernant la transformation numérique, il trouve ça dommage qu'une seule société soit choisie pour un marché. Les sociétés nous refusent l'entrée et se retournent vers la région. Comment faire en sorte de valoriser les autres démarches hors programme au profit de la région de prendre en charge à 50%? De façon générale, effectivement, après, nous, dans l'appel d'offres, on cherchait un ou plusieurs prestataires, sous réserve qu'ils soient organisés en consortium, à vrai dire. Parce qu'on n'avait pas construit, on n'a pas découpé en lots notre appel d'offres. Donc ça, c'est clair. Parce qu'on cherche aussi à avoir une unité de réponse et de faire en sorte effectivement que le programme soit bien régional. Et ça s'est trouvé comme ça, du coup, à ce que ça soit digital qui soit retenu. Ensuite, c'est pour ça que moi, je vous invite à vous inscrire sur le portail Transphonium, hein, parce qu'on oriente, nous aussi, vers le portail Transphonium, toutes les entreprises, en leur disant qu'ils peuvent y trouver des solutions. Et pour finir, ensuite, les prestations, de toute façon, toutes les prestations, quel que soit le prestataire, sont éligibles dans les dépenses que nous présente la TPE ou la PME, bien entendu. L'entreprise reste bien entendu libre après du choix du prestataire. Quand bien même elle a fait l'objet d'un programme d'accompagnement avec un prestataire sélectionné par la région, mais on est plutôt de toute façon sur l'accompagnement amont, sur un diagnostic, c'est quoi votre plan d'action, on dégrossit les différents leviers, etc., de transformation, on fait des préconisations d'outillage, mais ça ne fait pas effectivement ensuite la mise en œuvre et le choix des prestataires. Pour rappel, pour la plateforme Ma Transphonium, c'est très simple de s'y inscrire. Le processus est rapide. Il vous faut rentrer 3 cas clients avec validation ou de petits testimonials de vos clients. Donc vraiment, faites-le, ça vaut le coup, ça ne vous coûte rien et ça vous permet d'être référencé justement au niveau régional par rapport à ça. Dernière question, les chèques de transformation sont acceptés ou refusés sous quel délai? Combien d'entreprises ont pu en bénéficier? Alors Kevin, est-ce que vous parlez des chèques Transphonium? Si vous pouvez prendre la parole et préciser que les chèques de transformation, il y en a de différentes sortes. Oui, bonjour. Oui, Transphonium, ouais. Le chèque transformation numérique, là, dans le financement, enfin, dans le dernier onglet, la dernière ligne, enfin, De façon générale, en 2019, on a aidé à la transformation numérique des entreprises à peu près une centaine. Ce n'est pas forcément seulement sous le chèque transformation numérique, en fait, parce qu'on peut les aider sous l'angle innovation. Bon, ça, c'est après, voilà, en fait, on peut faire appel à plusieurs dispositifs, suivant l'ampleur du projet, en fait. Mais de façon générale, on a accompagné une centaine en 2019. Je n'ai pas encore le bilan là sur 2020. Et ça monte en puissance et là, grosso modo, on augmente les budgets liés à la transformation numérique pour 2021 de l'ordre de 30% dans toutes les directions. Ça, n'hésitez pas, le SPN, on vous accompagne aussi sur la relecture de vos dossiers et vous orienter vers est-ce que c'est un chèque Transphonium, est-ce que c'est un autre dispositif. On essaye aussi de vous guider parce qu'on commence à avoir aussi l'habitude de travailler avec la région sur ces sujets-là. Donc,
Parce qu'en fait, ce n'est pas que la délégation numérique que je représente qui instruit les aides. Hein. Le chèque transformation, enfin, en gros, les aides à la transformation numérique sont dans plusieurs directions opérationnelles. Elles sont, voilà, la direction de la performance industrielle va accompagner plutôt le public industriel. Désormais, la direction de l'économie territoriale sur la partie TPE, mais aussi évidemment la partie agroalimentaire intervient également. Et nous, on va faire plutôt tout ce qui va être non industriel et pour l'instant, BTP, services, culture, tourisme. Pour l'instant, c'est plutôt la délégation numérique. Mais c'est progressivement, en gros, la politique de transformation numérique a vocation à s'élargir de plus en plus au niveau de la région et que on a commencé par un cœur de cible industriel. On a élargi ensuite aux autres PME. Et là, à partir de 2020, on actionne réellement les TPE, mais on doit encore muscler sur d'autres secteurs, voilà, comme en particulier le sujet de la culture, mais qui est pas forcément très simple dans la nature en fait, de ces acteurs. Leur fragilité et nos dispositifs s'appliquent à eux, mais ils sont très peu actionnés encore par eux. Je crois qu'on peut passer à la suite s'il n'y a plus de questions. Ok, c'est bien parce que j'ai terminé par la culture et je vais y revenir. Ah, petite question de dernière minute. Attends, avant de passer à la suite. Pour les intervenants, alors, attends, pardon, je vois pas toute la question. Pour les intervenants qui travaillent dans une coopérative d'activité, chaque consultant ou développeur peut-il créer un compte individuel ou bien c'est à la scope de créer un compte global? Elsie, c'est par rapport à la plateforme Matransfonium. Ouais. Je conseillerais plutôt les Moi, j'aurais tendance à dire que c'est chacun qui s'inscrit si jamais vous avez des domaines d'activité un peu différents. Logiquement, vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes spécialités. Ouais. J'aurais répondu pareil. Elsie, je pourrais creuser avec directement notre contact à l'ADI qui pourra peut-être t'orienter plus précisément, mais je dirais aussi plutôt chacun parce que vous avez chacun un métier bien différent en général. C'est OK. OK. Donc, le deuxième temps, effectivement, la seconde approche est finalement du plan de relance. Une fois après avoir accompagné plutôt la transformation numérique des entreprises, c'était quelle transformation et quelle innovation numérique de filières prioritaires avec le choix effectivement de filières qui ont le plus souffert dans le cadre de la crise sanitaire et économique que nous traversons, d'une part, ou les plus prioritaires en termes, on va dire, d'impact aussi, je veux dire quoi, sociétal. Vous allez me comprendre. Bon, en gros, on a le sport, la culture, le tourisme et l'éducation. Okay. Alors, au niveau du sport, donc on lance en fait un appel à projet Sporttech. Donc celui-là, il n'est pas encore publié et il est un tout petit peu repoussé. Je pense que voilà, sous une dizaine de jours, il sera publié. On l'a un petit peu temporisé, mais donc il fait suite à une dynamique qu'on avait déjà lancée en 2019-2020, dynamique Sporttech, puisque un incubateur Sporttech a été créé à la Maison des Sports à Bordeaux en partenariat avec la Technopole Unitech, par exemple. On avait lancé aussi déjà un appel à projet Sporttech 2019-2020 et une petite dizaine de projets avaient été retenus pour 300 000 €. Et puis, on avait animé plusieurs événements favorisant la rencontre entre le mouvement sportif et les entreprises du numérique. Donc là, on a fait le choix de poursuivre cette dynamique tout en l'amendant et en tirant évidemment les enseignements de la crise sanitaire et aussi mettre en avant davantage, on va dire, les priorités de la politique régionale sur le sport. En l'occurrence, donc les objectifs qu'on a à travers cet appel à projet, c'est évidemment de soutenir
l'émergence de projets numériques innovants, en particulier pour l'organisation d'événements sportifs, le développement de la pratique sportive pour tous. Et c'est là que c'est un petit peu, on a mis un peu plus l'accent sur le sport nature et le sport santé, par exemple, et bien sûr la performance sportive. En gros, et puis donc le deuxième objectif est d'accompagner la transformation numérique du mouvement sportif, avec l'objectif surtout de soutenir, de maintenir et de développer l'activité économique par des innovations numériques. Donc là, on ne cherche pas à accompagner la transformation numérique d'un acteur du sport, voilà, sous l'angle qu'on pourrait retrouver finalement par nos aides de transformation numérique. On est quand même dans la transformation numérique par l'innovation. Voilà, il faut quand même le préciser, ce n'est pas un projet classique de transformation numérique qu'on attend dans le cadre de cet appel à projet. Ce qu'on attend aussi, c'est bien entendu en fait toute innovation, toute expérimentation qui viendra accompagner le mouvement sportif dans le contexte actuel où effectivement il y a eu beaucoup d'annulations d'événements sportifs d'une part, et donc de tout ce qui va permettre aux événements rassemblant un grand nombre de sportifs et de publics et dans le cadre des contraintes sanitaires, la gestion des départs, la gestion des facilités, la gestion des interactions sportives, etc. Ça va être l'un des prismes, en tout cas, de cet appel à projet. L'autre nouveauté, c'est qu'effectivement, outre les acteurs du sport qui peuvent candidater et les collectivités, la nouveauté, là, c'est que les entreprises de la filière numérique peuvent elles aussi candidater directement. Ce n'était pas le cas dans le précédent appel à projet. Elle peut donc, si vous êtes en fait une entreprise du numérique qui porte un projet d'innovation pour le monde sportif, vous pouvez postuler, proposer cette innovation sous réserve effectivement que vous avez déjà un partenariat établi avec un acteur du monde sportif. Oui, donc vous avez une adresse mail générique, ce qui est le cas partout, et c'était officiellement le 1er décembre, mais ça va un tout petit peu bouger. Donc au niveau de nos conditions et critères, donc effectivement, je vous ai dit que les 3 piliers de la politique sportive, c'est non seulement la performance sportive, mais c'est aussi le sport pour tous et l'organisation de manifestations sportives. Et je dirais que dans le cadre de la relance, on est plutôt sur les 2 derniers piliers, tout en évidemment en n'oubliant pas le premier, hein, mais bon. Ce qui va faire qu'on retiendra un projet, c'est quand même bien le caractère innovant du projet. On attend bien entendu à ce qu'il y ait des collaborations et qu'on prouve la nature de ces collaborations entre les acteurs du sport et les entreprises du numérique. Et on donnera une attention particulière aux projets en territoires ruraux, donc tous projets d'innovation dans le domaine du sport qui contribuent évidemment à la revitalisation économique de territoires en déprise, au maintien de liens sociaux, voilà, seront prioritairement regardés, quoi. Il n'y a pas de bonus en termes d'aide, etc., mais on sait qu'ils sont plus durs à faire émerger ce type de projet. En termes de dépenses éligibles, ce sont les coûts de recherche, développement et de prototypage, tout ce qui va être lié à la conception et à la réalisation de tests, et on va prendre en compte évidemment aussi les frais de personnel directement mobilisés sur le projet et les coûts de prestataires. Avec du coup une intervention en subvention, maximum de 50% et un plafond de 50 000 €. On a 400 000 € de budget pour cet appel à projet en 2021. Le second secteur, eh bien c'est donc, enfin les seconds secteurs, parce que c'est le tourisme et la culture. Donc là, on lance un nouvel appel à projet, tourisme, culture et numérique, qui s'inscrit en complémentarité de l'appel à projet Culture Connectée. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est plutôt piloté à la direction de la culture, qui vise là, cet appel à projet Culture Connectée, il vise à la production de création artistique qui intègre le numérique ou qui agit sur la médiation des œuvres par le numérique.
Donc là, on est vraiment sur, en fait, comment dirais-je, la création artistique, alors que du coup, cet appel à projet, il vise vraiment plutôt l'innovation de l'acteur, pas de la création de artistique, mais bien de l'acteur culturel. Ensuite, donc, comme on est dans une approche de relance, on vise principalement effectivement la filière culturelle et patrimoniale. Grosso modo, l'approche, c'est quoi? On se dit, la culture comme le tourisme ont souffert fortement de la crise sanitaire et souffrent encore, puisque le second confinement le prouve, avec l'annulation d'un grand nombre de festivals, la fermeture au public de sites touristiques comme de sites culturels. Et pourtant, ils cherchent à se réinventer et à maintenir le lien avec leurs clients. Et nous, ce qu'on cherche effectivement, c'est appuyer principalement des projets d'acteurs culturels qui vont contribuer à l'attractivité touristique de destinations touristiques. Donc, c'est la filière touristique, mais plutôt au sens effectivement patrimonial qui est visée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hôtel, pour être simple, pour faire simple, c'est plutôt en fait, typiquement, un gros site touristique, je ne sais pas, moi, je vais vous donner Lascaux, ou un site qui couple, en fait, du coup, culture et tourisme. Voilà. Donc, la nouveauté, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait fait plutôt des appels à projets Eventech, donc plutôt sur l'organisation d'événements culturels. Et là, on est sur toutes les filières culturelles, quelles qu'elles soient, et tous les acteurs culturels. Donc, peuvent y postuler, bien entendu, les associations, les collectivités ou les entreprises. Là aussi, ce qui est nouveau, c'est que des entreprises de la filière numérique peuvent également directement postuler à cet appel à projet, sous réserve, là aussi, qu'elles aient un partenariat, soit avec un acteur touristique, soit avec un acteur culturel. Hop, pardon. Et du coup, même chose, donc il faut qu'il y ait au moins, en fait, comme on a 3 parties prenantes, culture, tourisme et numérique, il faut qu'il y ait en gros au moins 2 dimensions de présence. Et puis, on va donner là aussi une attention particulière aux territoires vulnérables. Et on va être attentif à l'innovation, mais aussi au modèle économique, à sa duplicabilité. Voilà, c'est quelque chose qu'on va plus regarder dans le domaine de la culture, où on sait que ils sont plus fragiles économiquement. Et donc, on va chercher, si vous collaborez par exemple avec un petit acteur culturel, comment effectivement cette innovation que vous pouvez construire avec un petit acteur culturel pourrait intéresser d'autres au niveau régional, etc., qu'il y a déjà d'autres marques d'intention et potentiellement. En termes de dépenses, c'est les mêmes. Grosso modo, c'est assez classique. C'est tout ce qui va être conception, prototypage, et les frais de personnel. Et puis, les prestations, le matériel et les frais de déplacement. Et là, on intervient à 50%, maximum 50 000. Et on va donner un bonus, en vérité, là, à des petits projets. Donc, les projets de moins de 100 000, on peut intervenir à 60%. On a une question. Est-ce que les cinémas peuvent être éligibles à cette aide, sachant que c'est plus en lien avec la culture que le tourisme? Non. Ouais, non. On a un autre dispositif sur les cinémas. On est en train de les accompagner, par contre. Mais directement, en fait. Ok. On fait des aides directes au cinéma, sur la mise à niveau de leurs outils. On a un plan cinéma en train d'être en négociation. Ouais. Ça marche. Merci. Je vois qu'on passe à la partie un peu éducation après. Il y a Fabien qui est avec nous normalement. Donc, Fabien, si tu as des choses à ajouter, ou Anne-Cécile, des compléments. Je ne sais pas si je ne veux pas tout ça. Vous avez dû normalement, au SPN, vous savez tout. Ouais, c'est clair. Grosso modo, donc sur la partie, effectivement, sur la partie éducation et formation, donc là, l'approche est un peu différente parce que c'est pas, contrairement au sport, à la culture et au tourisme,
qui sont quand même très, très fragilisés avec cette crise sanitaire qui a fait l'objet de fermetures, qui ont fait l'objet effectivement d'annulation d'un certain nombre d'événements et qui doivent s'adapter en permanence et dont effectivement, beaucoup sont des petites structures, notamment associatives et donc très fragiles. Il me paraissait indispensable de les accompagner. Évidemment, elles ont été accompagnées sous l'angle des mesures d'urgence, hein, bien sûr, mais de les accompagner aussi dans la digitalisation. Sur la partie éducation et formation, effectivement, le prisme est différent et bien entendu, il s'agit plutôt de tirer les enseignements de la pratique de la continuité pédagogique qui a été imposée, aussi bien dans l'éducation, de l'enseignement supérieur que de la formation professionnelle, et d'accompagner à la professionnalisation finalement des acteurs de l'éducation comme de la formation et de la montée en puissance sur finalement la formation à distance et une approche mixte entre formation en présentiel et formation à distance. Et donc de les accompagner en ingénierie pédagogique et en outillage numérique. Et ça, c'est l'objet d'un programme régional de formation à distance qui devrait sortir, par exemple, en janvier 2021 sur tous les acteurs de la formation professionnelle avec 3 millions d'euros qui devrait sortir. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations entre la région et l'État, puisque dans le cadre du plan de relance de l'État aussi, il y a un gros investissement qui est fait par l'État sur la digitalisation de l'offre de formation professionnelle. Donc, il y a pas mal d'articulations à trouver encore entre les régions et l'État. C'est pour ça que ce n'est pas sorti encore. Mais ça devrait voir le jour en début 2021. Donc là aussi, ce sont des opportunités éventuelles. Bien que ce sont évidemment, là encore, les acteurs de la formation professionnelle qui sont directement soutenus. Et ils sont plutôt soutenus en ingénierie pédagogique et pas forcément encore dans les investissements en outillage numérique, on va dire. C'est là où il y a encore peut-être des trous à la raquette. Et ensuite, donc, évidemment, en partenariat avec le SPN, qui en fait met en place un nouveau dispositif, le Lab EdTech, où on organise finalement des protocoles d'expérimentation de solutions numériques innovantes dans les domaines de l'éducation et de la formation. On va encadrer ces expérimentations à travers 2 dispositifs. Un appel à projet qui vise à détecter des entreprises numériques et en particulier des startups qui auraient besoin de prototyper leurs solutions en situation réelle dans les milieux de l'éducation et de la formation professionnelle, dans tous les segments, et d'être accompagnés par des experts sélectionnés par le lab sur une durée de 6 mois. Et ces expérimentations vont directement être soutenues par la région, puisqu'on va prendre en charge en fait jusqu'à 100% des dépenses et avec un maximum de 50 000 euros. Pardon, c'était là. Tac. Là, on a bouclé le premier appel à projet et la seconde session est à fin avril 2021. Et nous, notre accent désormais va être, à mon sens, de trouver des terrains d'expérimentation à travers l'AMI aussi, qui est encore ouvert et qui restera certainement ouvert après. Donc, gros succès puisqu'on a une centaine de candidatures. Hein. Donc, on a 500 000 euros de budget normalement sur 2021 là-dessus. Jusqu'à 500 000. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect A priori, il n'y a pas de questions. Il y a Fabien qui souligne dans le chat que nos adhérents seront mobilisés comme experts s'il y a des besoins qui correspondent à vos compétences. En effet, et je vous ai mis le lien du site EdLab où vous pouvez retrouver l'appel à projet donc, qui se termine. En effet, il y a une centaine de candidatures à éplucher maintenant. Et l'AMI qui sera disponible également sur le site de façon assez permanente. Donc, le dernier angle un peu du plan de relance, effectivement, correspond
à l'approche que la région veut tracer sur la durée, correspondant en fait à l'adoption d'une feuille de route pour le numérique responsable et qui va guider progressivement notre politique d'intervention vers la filière numérique. Donc aujourd'hui, c'est plus une lettre d'intention. Ça ne se traduit pas encore complètement dans des dispositifs d'aide et des conditionnalités, des choses comme ça. Donc c'est plutôt une feuille de route pour inciter l'ensemble de la filière numérique régionale à prendre le chemin d'un numérique responsable qui se pose la question effectivement de sa sobriété et de son impact environnemental. Et en fait, nous, à travers cette feuille de route, on vise à bouger l'ensemble des acteurs, bien entendu la filière numérique, mais aussi, on va dire, les utilisateurs, mais également, on va dire, les acteurs publics. Voilà. Donc, en gros, cette feuille de route, elle se décline en 4 grands objectifs. Je ne vais peut-être pas tout détailler parce que le temps, il file. Mais on a un enjeu, en fait, sur la promotion du numérique responsable, c'est déjà de faire savoir, de faire connaître cet enjeu-là auprès de tout public. Donc, aussi bien le grand public, qui n'a absolument pas conscience, et on l'a bien vu effectivement dans le cadre du confinement, autant le grand public fait le tri de ses déchets, etc., autant il n'a aucunement conscience quand il regarde du Netflix tous les soirs parce qu'il est confiné, qu'en fait, il a un impact sur la planète assez conséquent et bien plus que quand il prend l'avion, bientôt demain. Donc, on a cet enjeu-là, évidemment, d'éduquer le grand public. Alors, la région y contribuera, bien entendu. On n'est qu'un acteur parmi plein d'autres à agir sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas non plus notre cœur de cible. Et on a aussi un objectif de faire connaître cet enjeu-là, finalement, auprès des cibles plus naturelles de la région, si je puis dire. En l'occurrence, du coup, le public entreprise. Alors, évidemment, les entreprises du numérique, mais aussi l'ensemble en fait, des entreprises, en l'occurrence celles qui s'engagent dans des programmes de transformation numérique. Et ça fait partie, voilà, dans les programmes d'accompagnement qui sont financés par la région, voilà, aussi bien avec les consulaires que nos prestataires. Ce sont des questions qui sont désormais systématiquement abordées, au même titre que d'ailleurs que la cybersécurité. En gros, la question de la sécurité et de la sobriété numérique sont désormais systématiquement posées dans tous les diagnostics que finance la région, à minima pour déjà un tout petit peu éveiller l'entreprise. Alors sur la cyber, on va un petit peu plus loin, mais sur le numérique et responsable et sur la sobriété, aujourd'hui, c'est déjà juste d'allumer cette question dans la tête du chef d'entreprise. Et la plupart, en fait, ne savent. Enfin, vraiment, on part d'un niveau un peu zéro quand même en la matière. Voilà. Du coup, sur le deuxième objectif qui est développer une filière numérique responsable, donc là, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on peut faire ensemble. Donc, grosso modo, nous, on s'engage à soutenir en particulier à travers l'Institut du numérique responsable qui est basé à La Rochelle. On va le faire monter en puissance. Vraisemblablement, on va soutenir un programme d'action, on va s'engager financièrement beaucoup plus fortement que jusqu'à présent pour en faire un acteur, pour en faire un centre de ressources en fait pour l'ensemble des entreprises numériques de la région. Et effectivement, on va dire de tout un tas de relais qu'on veut activer. On veut en fait mettre en place un réseau de 150 ambassadeurs du numérique responsable. Et on va financer la formation de ces ambassadeurs étant principalement pour moi des acteurs plutôt de type intermédiaire, donc des conseillers numériques, des clusters, etc. Et on veut aussi, donc ça c'est plutôt sur agir sur la prescription. Et pour ce qui est de la filière numérique, on voudrait progressivement aller sur un programme d'accompagnement, faire en sorte qu'effectivement de plus en plus d'entreprises se posent la question de l'éco-conception, qu'elles se labellisent numérique responsable, et ce pour toute la filière numérique, y compris sur la partie jeux vidéo, où on veut avoir une action aussi ciblée avec cette filière, et c'est en cours de négociation, à vrai dire, parce qu'ils en ont pris conscience.
Pour ce qui est du soutien aux innovations numériques responsables, eh bien, en fait, donc là, en gros, c'est très, très large. On va soutenir aussi bien en recherche la partie, voilà, par exemple, intelligence artificielle frugale. On va les soutenir en recherche, un certain nombre de laboratoires et d'acteurs académiques sur ces sujets-là. D'autant que la région coordonne un projet de candidature de DIH, Digital Innovation Hub, sur la partie intelligence artificielle pour l'industrie du futur. Et ce sont des considérations qui ont été prises en compte. Je ne sais pas si effectivement ça sera retenu après, mais bon, c'est quand même parti là-dessus. Et donc, ça va aussi bien de la recherche jusqu'au prototypage de solutions numériques, ce que je vais justement présenter juste après. Pour les territoires numériques responsables, grosso modo, c'est à la fois comment la région en tant qu'administration elle agit sur elle-même. Et là, il y a du boulot aussi, à vrai dire. On est loin d'être encore complètement exemplaire, bien qu'on l'affiche comme tel. Mais et donc d'avoir une politique active et d'inciter un certain nombre d'acteurs publics à avoir des politiques actives sur le numérique responsable à travers évidemment le réemploi de nos outils, du matériel informatique, en réemploi, reconditionnement et structurer une filière de reconditionnement et de tri des déchets électroniques à travers notre politique des achats, à travers effectivement une politique de formation de nos agents et globalement d'avoir des projets un peu structurants dans un certain nombre de territoires un peu d'avant-garde comme La Rochelle, mais on cherche à essaimer, c'est la dynamique qu'a pris La Rochelle sur Limoges et sur Bayonne par exemple. Voilà, et là je vais aller directement pour finir. Du coup, aux deux actualités, deux appels à projets qui sont rattachés à cette approche du numérique responsable. On sort effectivement un appel à projet logiciel libre. Dans l'idée, on le raccroche à la partie numérique responsable parce qu'effectivement, on considère que ça vient conforter l'enjeu en fait déjà du souveraineté numérique, d'un numérique qui soit éthique, respectueux des données et ouvert. Parce que derrière le numérique responsable, c'est ça, c'est un numérique engagé, inclusif, ouvert et souverain. Et c'est ça qu'on veut. Et évidemment, on veut capitaliser sur l'écosystème qui est riche en Nouvelle-Aquitaine en matière de logiciels libres, puisqu'on est quand même le deuxième écosystème après l'Île-de-France. Et du coup, on veut accélérer et à travers un nouveau dispositif, puisque cet appel à projet, c'est un appel à projet pour le coup permanent qui est créé là officiellement au 1er décembre. Il n'est pas encore en ligne, mais ça sera aujourd'hui ou au plus tard demain. Avec deux grands objectifs. À la fois soutenir l'innovation, du coup, par la création de nouveaux services qui s'appuient sur les logiciels libres, en donnant quelques priorités, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique, la santé, l'éducation, mais aussi les biens communs et tout ce qui va être transition énergétique et climatique. Et le deuxième objectif est plutôt en fait d'inciter à l'utilisation de logiciels libres par d'autres entreprises, en particulier dans le domaine industriel, et donc de libérer le patrimoine logiciel existant lorsqu'ils sont bloqués et de pouvoir financer des études techniques et juridiques pour pouvoir choisir des codes sources à libérer et s'appuyer sur du coup de l'open source. Peuvent postuler les associations, les entreprises et les partenaires publics, collectivités, EPCI et établissements publics, au moins sur l'objectif 1, parce qu'on peut attendre aussi des sujets sur des biens communs. Et on attend effectivement de pouvoir accompagner des EPCI ou d'autres établissements publics à agir sur des forges de biens communs en logiciel libre. Pour finir, hop, oui, ça. Bon, vous voyez que les frais sont toujours un peu classiques. Et là, on intervient un maximum 60%. Plafond de 300 000. Ça sera vraiment sur des gros projets que pourraient nous proposer des collectivités, à vrai dire.
et on a un budget de 500 000 € en 2021. Plafond de 300 000 € parce que sur des projets portés par des collectivités, on interviendra en région et fonds européens en vérité. Et dernière actualité sous l'angle du numérique responsable, donc effectivement on lance un nouvel appel à projet qui s'appelle Proton Impact. On va venir financer l'innovation numérique sous 3 angles. Donc la Tech for Green, c'est comment le numérique contribue à la transition environnementale. La Tech for Good, comment le numérique effectivement est créateur de valeurs sociales et sociétales, et en particulier comment il contribue à l'insertion, à l'employabilité. Ça va être des enjeux majeurs dans une crise économique sans précédent, et tout ce qui va être aussi sur la lutte contre la pauvreté, l'accès au logement et l'inclusion numérique. Voilà nos 3 angles principaux. Et ensuite, le 3e axe, évidemment, c'est comment l'innovation numérique est elle-même plus sobre. Donc, ça vient effectivement aider au prototypage sur des sujets d'éco-conception ou de low-tech. Et peuvent y postuler associations, collectivités, entreprises. Et là aussi, c'est un nouveau dispositif. Il est doté de 1,2 million en 2021. Ce qui veut dire que grosso modo, vous connaissiez certainement le dispositif prototype, c'est le même, sauf qu'en fait, il est ciblé. Et donc le dispositif d'aide prototype numérique n'a pas disparu, il existe toujours, mais prioritairement, ce sont des prototypes à impact que nous attendons désormais en 2021 et dans les années à venir. On n'a pas encore mis fin, si je puis dire, au dispositif classique. On attend de voir un petit peu aussi ce qu'on va récolter et quelles seront les tendances. Mais clairement, vu le budget qu'on met sur Proton Impact, c'est quand même un virage assez significatif que donne la région. C'est que oui, les innovations numériques que la région a vocation désormais à financer, elles doivent prétendre à cet objectif de numérique responsable, voilà, sous ces 3 aspects: numérique pour la transition et environnementale, numérique pour plus de cohésion sociétale et numérique sobre. Voilà, j'en ai fini. C'est un plan de relance hyper dense, mais donc il y en a quand même vraiment pour tout le monde. Je pense que personne n'est oublié et ça, c'est bien de le souligner quand même. Je vais te proposer juste d'arrêter le partage d'écran. Si vous avez des questions, profitez-en. C'était clair, c'était dense. Donc voilà, je le rappelle une dernière fois, vous aurez le replay, tous les liens nécessaires pour retrouver ces appels à projets, les aides aussi bien pour vous que pour les commerçants, les artisans, etc. Enfin, pour que vous soyez aussi prescripteurs de ces aides auprès de vos clients. Hop, ça commence à partir. Pas de questions? Écoutez, tant mieux. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très clair, très complet. N'hésitez pas, si vous avez des questions quand même a posteriori, on sera là pour y répondre. Si vous avez des difficultés aussi, le SPN est à votre écoute de façon très bienveillante et confidentielle, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, on est toujours en lien avec les agglomérations de la région. Donc voilà, on trouvera des solutions ensemble. N'hésitez vraiment pas à nous mobiliser, c'est notre taf.